Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour parler aujourd'hui de la campagne d'Action d'Amiens. Créée en 1964, Action d'Amiens a tout de suite lutté contre la lèpre et puis rapidement, elle a étendu son travail sur la tuberculose pour combattre cette maladie ainsi que la leishmaniose. Elle est présente aujourd'hui dans 13 pays à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais également en Belgique, comme nous allons le découvrir avec notre invité aujourd'hui, Stéphane State, responsable de la communication d'Action d'Amiens. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors depuis 2015, Action d'Amiens mène un projet à Bruxelles, en Belgique, un projet qui est vraiment consacré aux personnes sans abri. En quoi consiste ce projet? Comment fonctionnez-vous avec ces personnes? Alors en Belgique, la tuberculose, c'est environ 1000 malades par an, dont un tiers à Bruxelles. C'est vrai que par rapport à d'autres régions, c'est pas beaucoup, mais enfin, il y a quand même 1000 malades aussi à soigner. Alors ça se passe très bien en Belgique, il y a deux ASBL, le FARES et la VRGT flamande, qui s'occupent de tout, ça fonctionne très bien. Juste, il y a un problème, c'est que dans les malades, il y a des SDF. Et les SDF, une fois qu'ils retournent dans la rue après quelques mois d'hôpital, ils pensent à tout, sauf forcément à leurs médicaments. Et donc Belta, qui est une coupole qui regroupe les deux ASBL nationales, nous a appelés en disant « on a un problème de SDF à Bruxelles, est-ce qu'il y a moyen de nous aider ?» Alors oui, on a regardé ce qu'on pouvait faire et on a trouvé des endroits où héberger des malades pendant leur traitement. Et donc à la demande, on héberge des malades pendant parfois 6, 8 ou même plus, 6, 8 mois, 10 mois, parfois presque un an. Et donc comme ça, les malades ont un toit. Parfois aussi, on leur donne des tickets de bus pour aller chercher leurs médicaments à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Parfois aussi des chèques sociaux pour acheter de la nourriture. Et donc ça permet à ces malades aussi de guérir. Le malade, c'est une maladie qui est contagieuse, la tuberculose. Le fait de garder justement le malade dans un centre d'abri, est-ce que ça permet d'éviter cette contagion dans la rue et donc de se retrouver face à une maladie qui s'étendrait peut-être sur le pays? En fait, le problème, c'est que si les gens arrêtent le traitement, ils ne guérissent pas. Et donc là, ils redeviennent contagieux. Sous traitement, en fait, on n'est plus contagieux. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Mais il faut héberger les gens parce que si les gens n'ont pas un toit au-dessus de la tête, ils pensent à tout sauf à leurs médicaments. Et donc c'est ça le problème. Si on veut que les gens guérissent vraiment, et donc ne contaminent pas d'autres personnes autour d'eux, il faut qu'on leur donne les conditions nécessaires pour se soigner. Est-ce que la tuberculose est une maladie qui a de plus en plus de malades dans le monde actuellement? Est-ce qu'on a repéré une hausse de nombre de malades? Non, le nombre de malades est relativement stable, 8 à 10 millions par an. Mais par contre, le nombre de décès a augmenté l'année passée, en 2015. On est passé d'1,5 million environ, on estime, 1,8 million de personnes. Donc toutes les 17 secondes, quelqu'un meurt de tuberculose dans le monde. Le nombre de malades, lui, n'a pas bougé, mais la mortalité a augmenté. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même assez inquiétant. Alors, en quoi consiste le traitement de la tuberculose? Un cocktail de médicaments, d'antibiotiques, pendant 6 mois en général. Le problème, c'est que si les gens ne prennent pas ces médicaments pendant les premiers mois, ils peuvent devenir résistants à un ou plus aux médicaments, donc devenir peut-être multirésistants. Et donc là, le traitement est plus compliqué, plus lourd, plus coûteux, plus difficile aussi à prendre pour le malade. Mais si le traitement est bien suivi, en quelques mois, la guérison est totale. Donc il y a un traitement différent quand on est multirésistant. Je sais que Action d'Amiens a une belle petite victoire depuis l'année passée avec un traitement qui a été reconnu par l'OMS. C'est un traitement qui a été développé au Bangladesh, c'est ça? Oui, en fait, Action d'Amiens travaille au Bangladesh comme dans d'autres pays. Et le médecin, qui à l'époque était un Belge, il n'y a plus de Belges là-bas depuis trop longtemps, mais à l'époque c'était un Belge qui s'est rendu compte que le traitement ne fonctionnait pas trop bien. Ça durait 2 ans le traitement, c'était très très difficile, très lourd, très pénible, des injections pendant quelques mois, des effets secondaires assez terribles. Et donc ça ne fonctionnait pas. Et il s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il voyait des jeunes mourir devant lui. Et donc l'idée qu'il a eue, en fait, c'est une idée finalement toute simple mais géniale, c'était de prendre des médicaments déjà existants, mais de faire un cocktail différent. Et donc il a essayé plusieurs cocktails avant de trouver vraiment le bon mariage entre ces molécules existantes. Ça a fonctionné au Bangladesh, ça a été testé après ça dans d'autres pays, notamment au Niger par Action d'Amiens, et puis à plus grande échelle en Afrique francophone, dans 9 pays, dont Action d'Amiens évidemment au Congo. Et donc en 2016, l'OMS a recommandé ce traitement. Donc maintenant, le traitement dure 9 mois au lieu de 24 mois, ce qui, j'espère, à très court terme, permettra de diminuer le nombre de mortalité, enfin le taux de mortalité de la tuberculose dans le monde. Et moins douloureux, d'où un confort plus grand pour le malade. Moins douloureux, c'est beaucoup moins long, parce que imaginez, déjà 9 mois de traitement, c'est affreusement long. Mais 2 ans, personne, enfin si, mais pour aller au bout de ces 2 ans, il faut vraiment une volonté terrible. Donc vraiment, c'était inhumain en fait. Donc 9 mois, c'est déjà beaucoup mieux. Alors cette année, la campagne d'Action d'Amiens porte sur un pays, il y a à chaque fois un pays phare qui est mis en avant chaque année. Cette année, c'est l'Inde, et particulièrement la région du Bihar. Il y a un film qui est réalisé par Action d'Amiens. Je vous propose de regarder un extrait de ce film, et puis on en parle dans un instant.
Régulièrement, je vais dans un laboratoire pour une visite médicale. Là-bas, on analyse mon crachat au microscope pour vérifier que la maladie est sous contrôle et que je suis en train de guérir. क्या नाम है संजीत कुमार? यस सर कहाँ से है? तेंदुआ पेंदुआ सर क्या दिक्कत है? La tuberculose touche beaucoup de personnes dans mon pays et dans le monde entier. Elle tue 1,5 million de malades par an et près d'un tiers de la population mondiale a été en contact avec elle. L'élément le plus important dans ce laboratoire, c'est le microscope. Sans lui, on ne peut pas vérifier si la tuberculose est toujours là ou pas. Heureusement, tous les labos d'Action d'Amiens ont leur microscope. Ce n'est pas toujours le cas. Le laboratoire est en ville, à Derry-on-Son. Ce n'est pas tout près, alors mon grand frère m'y conduit. Il est conducteur de rickshaw. C'est une sorte de minibus. Ici, tout le monde l'utilise. L'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde, après la Chine. C'est presque un continent. Au nord de l'Inde, il y a les grandes montagnes de l'Himalaya. Et au sud, la jungle tropicale. Ma région, le Bihar, est dans le nord-est. C'est une immense plaine autour du Gange, le fleuve sacré, et de ses affluents comme la rivière Son. Le Bihar est très peuplé. Presque tout le monde habite dans de petits villages, mais les villes sont très animées. Nous avons longtemps été un des États les plus pauvres de l'Inde, mais maintenant ça va mieux et il y a plus d'activités économiques. हाँ तो ध्यान से पढ़ना है इना की नाम लिखा लिए अब इन्हें उन्हें डिंगराई नहीं करना है ध्यान से पढ़ना है ध्यान से जाएंगे अरे का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा मन कर रहा है पढ़े लिखे ला हाँ मन कर रहा है पढ़ेंगे मन लगा के आपको ट्यूशन जाना है तो साइकिल से जाइएगा इच्छा है साइकिल से जाने का उसका पाठ पूर्जा में सब सही कराया जाएगा खर्चा होगा से लगा के खर्चा करके वो अपना सही हो जाएगा उससे आइए जाइए साइकिल से जाएंगे Il a raison mon grand-père. Ce serait peut-être pas mal que j'apprenne à rouler à vélo. Mais bon, d'abord, il va falloir le réparer. सुनिए देखिए हमारा साइकिल खराब हो गया है ठीक है हम देख कर बना रहे हैं सब देख कर बना दीजिए बढ़िया से Il y a quelques années, Ashok Ram est tombé malade lui aussi. Mais pas de la tuberculose comme moi. सब Lui, il a attrapé la lèpre. तो लगा सकते Ça a déformé son pied, au point qu'il marchait de plus en plus difficilement. Il y a quelques mois, il a été opéré par les médecins d'Action d'Amiens. Quand il a été rétabli, Action d'Amiens l'a aidé à installer son magasin de vélo et à acheter des pièces de rechange. Aujourd'hui, grâce à son travail, il peut faire vivre sa famille. Et réparer mon vélo surtout. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Steit pour parler de la campagne d'Action d'Amiens. Stéphane, dans l'extrait que nous avons regardé, on a vu Sujit, qui est vraiment la personne qu'on suit et qui est malade de la tuberculose. On a vu aussi quelqu'un d'autre qui a bénéficié de l'aide, une aide un peu particulière d'Action d'Amiens, qui l'a aidé à faire un centre donc, de réparation de vélos. Est-ce que ce type de travail se fait régulièrement? Est-ce que vous allez souvent au-delà du traitement pour les malades? On essaye, malheureusement on ne peut pas faire ça pour tout le monde parce qu'il y a plus de 200 000 personnes chaque année qu'on soigne, donc on ne peut pas aider 200 000 personnes en plus. Donc on regarde les personnes les plus pauvres et on essaye de les sortir de la maladie
et puis de la pauvreté. Parce que tuberculose et lèpre sont des maladies de la pauvreté, qui se développent dans des conditions de vie, d'hygiène, etc., nutrition très mauvaises. Et donc on essaie de sortir les gens de la pauvreté pour leur redonner aussi une place dans la société et donc leur permettre d'être moins malades. Et donc ici, Choc a bénéficié d'un programme qu'on a un peu partout, dans beaucoup de régions du monde. On essaye d'apprendre aux gens un métier, donc on les forme, et en plus on leur donne les moyens de commencer une activité. Ici c'était réparation de vélo, mais parfois ça peut être, on apprend à quelqu'un à s'occuper de vaches, et on donne quelques vaches ou quelques chèvres, on donne des cours de couture, on donne une machine à coudre, on donne un peu des notions de comptabilité, on donne de quoi commencer un magasin, etc., pour que les gens puissent sortir de la pauvreté et aussi reprendre une place qu'en fait ils avaient perdue. Parce que la tuberculose peut-être moins, mais la lèpre est aussi une maladie qui est stigmatisante. Et notamment, je me rappelle, il y a des années au Bangladesh, j'ai vu une femme qui était rejetée de son village parce qu'elle était marquée par la lèpre. Au niveau du visage, on voyait des traces. Et puis on lui a donné une machine à coudre, on lui a appris à coudre, et est devenue une femme importante du village parce qu'elle faisait des vêtements pour tout le monde. Et donc la maladie l'avait rejetée, et grâce à l'action, au petit coup de pouce qu'on a donné après les médicaments, après le traitement, elle a repris une place importante dans sa société. Il ne faut pas qu'elle soit la plus importante, évidemment, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit rejetée. Il faut qu'elle retrouve une place qui était la sienne, en fait, et que la maladie n'aurait jamais dû pouvoir lui enlever. À quoi sont dues ces lésions de la lèpre? En fait, la lèpre est une maladie du système nerveux qui se marque sur la peau. Et donc, si le malade est traité un peu trop tard, les lésions qu'on a, des taches ou parfois les nodules, peuvent rester. Donc, parfois, les gens peuvent rester marqués. On a aussi parfois des problèmes au nez, le nez dont le cartilage, finalement, quelque part fond, se désagrège complètement, et donc ça laisse des traces. Donc il y a un stigma. On a aussi le problème notamment des mains. La main dite en griffe, donc la personne ne peut plus tendre les doigts. Et c'est un problème important parce que le problème en fait est double là. La personne a du mal à prendre quelque chose. Si je prends une pochette de marqueurs, les fameux marqueurs d'Action Damien, moi je peux les prendre comme ça. Mais si ma main est coincée, je n'arrive pas à les prendre. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est un signe aussi de la maladie. Et donc par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps en Inde, et là, le kiné expliquait qu'on soignait les gens de la main droite, parce que la main droite est plus importante que la main gauche en Inde pour une série de choses. Puis il y avait une jeune fille dont la main gauche était atteinte. Et elle a été opérée de la main gauche. Et alors le kiné expliquait pourquoi. Simplement parce que si sa main avait été en griffe, elle n'aurait jamais pu se marier, puisqu'on aurait vu que c'était la lèpre, et donc elle aurait été rejetée. Donc ici, on l'a opérée de la main gauche pour qu'elle retrouve une place dans la société. Maintenant, se marier, voilà, c'est un standard là-bas, peut-être pas le nôtre, peut-être que pour nous, ce n'est pas essentiel qu'elle puisse se marier. Ça, c'est autre chose. Mais culturellement, là-bas, c'est essentiel qu'elle puisse trouver un mari, et le mari n'aurait jamais accepté de l'épouser s'il avait la main en griffe. C'est encore synonyme de rejet, cette maladie? Malheureusement, oui. Ça fait peur. Alors, ça fait peur parce que on a des séquelles parfois importantes. J'ai vu des gens qui avaient des ulcères monstrueux, notamment aux pieds, qui parfois ne se soignaient pas. Aussi parce que parfois certains trouvaient un avantage, notamment mendier mieux quand ils étaient vraiment marqués. Mais en plus, ça fait peur parce qu'il y a des croyances là derrière. Dans certaines régions, je parlais de l'Inde notamment, en Inde, évidemment, on sait comment ça se passe aussi. On sait que si en Inde, on a un problème, c'est peut-être parce que les ancêtres ont fait des choses. C'est la même chose aussi en Afrique. Il y a des croyances là derrière, et donc il y a un rejet. Le rejet n'est plus le même qu'à l'époque de Damien ou même qu'à 50 ans, parce qu'on travaille contre. Mais malgré tout, il y a encore un rejet maintenant, beaucoup moins important, mais ça arrive encore. Et donc on doit aussi expliquer aux gens que la lèpre, c'est comme la grippe. C'est une maladie qu'on attrape, une maladie qu'on soigne, c'est une maladie qui n'est pas autre chose qu'une maladie. Mais on doit lutter parfois contre des siècles de croyances, de superstitions ou de méconnaissances simplement. Concrètement, sur le terrain, ce sont vos équipes qui travaillent? Est-ce qu'on envoie des chercheurs belges, des infirmiers belges, des personnes dans le monde du soin venant de Belgique? Ou alors vous travaillez vraiment avec les personnels locaux que vous sélectionnez là-bas? Il faut d'abord savoir une chose, c'est qu'au même titre que pour la Belgique, ce n'est pas nous qui décidons d'aller quelque part. Donc en Belgique, Belta nous a demandé d'intervenir. Partout où on travaille, c'est la même chose. Il y a des demandes locales. Ça, c'est une chose. Donc, ce n'est pas nous qui arrivons en donnant des leçons aux autres. Et alors, une fois qu'on a une demande, on l'étudie selon différents critères très compliqués à expliquer. Parce que, voilà, ici n'est pas le cadre. Et puis, quand on voit que ces critères sont rencontrés, on va sur place et on discute avec ceux qui nous ont demandé d'intervenir, que ce soit un ministre, que ce soit un directeur de programme, etc. Et on voit comment faire ensemble. Et donc, on agit avec toujours les locaux. Parce que c'est plus logique, ils ont des bons médecins, des bons infirmiers, des bons laborantins. Pourquoi est-ce qu'on enverrait des gens d'ici? Il n'y a pas de raison. Le but ultime d'Action Damien, c'est de pouvoir partir de l'endroit où on se trouve. Donc si on n'a que des expatriés,
la transition sera très compliquée. Si on travaille directement avec des médecins locaux, infirmiers locaux, la transition sera facile. Et en plus, c'est aussi une question de logique, à plusieurs niveaux. Un expatrié, il reste quoi? 2 ans, 3 ans, 5 ans maximum. Le local, il reste là toute sa vie. Un expatrié ne connaît pas la langue, ne connaît pas la culture. Comment voulez-vous expliquer à une femme, par exemple, en Inde, qui est paralysée et insensible aux mains, comment ne pas se brûler si vous ne savez pas à quoi elle cuisine? C'est impossible. Comment voulez-vous demander à une femme au Bangladesh d'être examinée par un médecin homme blanc? Ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut des locaux. Et enfin, Action d'Amiens lutte contre les maladies de la pauvreté. Avoir 1200 personnes dans le monde travaillent pour nous, ça fait 1200 familles qui ont un avenir, parce qu'elles ont un travail, elles ont un contrat. Alors 1200 personnes, c'est une goutte d'eau dans un immense océan de pauvreté. Mais c'est déjà ça. Donc c'était tout à fait normal, pour nous ça coulait de source qu'on fasse ça. On a fait ça depuis des années, et on continue à le faire parce qu'il n'y a pas de raison de le faire autrement, et ça fonctionne bien. Pour les prochaines années, quelles seront vos priorités? Toujours les mêmes en fait, toujours les mêmes, répondre aux demandes. On va ouvrir 3 nouveaux projets, ici au Sénégal, au Népal et en Bolivie, parce qu'il y a des demandes qui nous arrivent. Et donc la priorité, c'est de lutter contre les maladies, comme on peut le faire, avec les moyens que donne la population belge, et arriver à vaincre ces saloperies de maladies, parce que bon, la lèpre est invalidante, la tuberculose tue, mais il faut quand même dire une chose, c'est que c'est vrai, dans les voyages que je fais, j'ai vu des choses atroces, j'ai vu des gens qui sont morts, mais il y a beaucoup plus d'histoires belles que d'histoires laides dans les projets d'Action d'Amiens. Ça fonctionne ce qu'on fait, ça fonctionne. Faut simplement se rappeler que chaque année, on soigne plus de 200 000 personnes. On sort 200 000 familles de la misère en redonnant la santé à quelqu'un. Donc ça fonctionne. Mais il y a encore du boulot, les besoins sont énormes, donc c'est pour ça qu'on est là pour demander aux gens de nous aider. Mais sachez donc que ce qu'on fait marche. Ce n'est pas à fond perdu qu'on fait ça. Ça fonctionne. On remet des gens dans le circuit après les avoir soignés. On est là, on agit. On a maintenant aussi pas mal de gens, d'anciens malades, qui nous aident bénévolement sur place à découvrir d'autres malades, etc. Donc c'est toute une chaîne qui s'est mise en place au fil des ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on travaille. Ça fonctionne bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Si on veut soutenir vos projets, la manière la plus efficace, c'est quoi? Alors en fait, on peut le faire en donnant ou du temps ou des fonds, ou bien les deux. Si les gens ont envie de faire les deux, ils peuvent. Mais donc on a besoin de bénévoles tout le temps, notamment en janvier pour la campagne, on a beaucoup de bénévoles, mais on a besoin de bénévoles encore plus. On a aussi des gens qui vont dans les écoles en janvier, en février pour montrer le film, ce fameux film Sujit et Nissou, pour montrer ça à des enfants. 100 000 enfants environ par an voient ce film. On a des gens qui font plein de choses, qui font des marches, qui font des concerts pour Action d'Amiens. Mais on a aussi besoin de fonds, évidemment. Et donc, si les gens veulent nous aider, ils peuvent aussi acheter les pochettes de marqueurs. S'ils ne trouvent pas de vendeurs pendant le week-end de la campagne, ils peuvent nous contacter pour qu'on envoie des pochettes. Et puis, évidemment, les dons sur le compte. 40 € permettent d'avoir une déduction fiscale, donc récupérer 45% du don. Et donc, tout ça ensemble fait que Action d'Amiens continue à travailler et parvient à fonctionner. Donc les marqueurs, 4 couleurs. Fameux marqueurs que le monde entier s'arrache, enfin devrait s'arracher, fabriqués, donc je le signale ou je le répète pour ceux qui le savent, en Europe, en Italie, dans le nord d'Italie. C'est pas quelque chose qu'on fait en Asie. On a déjà eu des possibilités, mais on a toujours refusé ça parce qu'il faut une éthique. Donc voilà ces fameux marqueurs que le monde entier connaît. Ils écrivent très bien, parfois trop bien. Certains disent que voilà, le réservoir est trop grand. Mais non, c'est pas vrai. On a toujours besoin d'un marqueur. À la limite, on le met dans les cheveux si on veut faire quelque chose. On peut retaper un pied de table, à la limite. Je sais pas, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Mais en tout cas, ça sert à quelque chose. Et pour nous, ça sert vraiment à beaucoup. Stéphane Steit, un tout grand merci d'être venu nous présenter cette campagne d'Action d'Amiens pour 2017. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour la vente notamment de ces marqueurs. Alors. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.